Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. C'est la fin du contentieux électoral. Le Conseil d'État s'est réuni aujourd'hui pour la délibération des 12 dernières requêtes formulées par des candidats après les résultats des municipales et régionales du 2 septembre dernier. Le Conseil d'État a pris des décisions lors de cette 6e et dernière audience de délibération. À Marrakech, au Maroc, se sont ouvertes les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. 189 pays, dont la Côte d'Ivoire, y sont représentés. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Adama Coulibaly. Pendant une semaine, les délégations vont plancher, entre autres, sur l'inflation et le manque de financement. Ce 10 octobre est dédié à la santé mentale. C'est la journée mondiale. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes sont touchées selon le programme national de santé mentale. Il y a donc urgence en matière de prévention et de prise en charge des personnes affichant les premiers signes de problèmes mentaux. Les Libériens votent aujourd'hui pour élire leur futur président. Ils renouvellent en même temps leur Parlement et une partie de leur Sénat. Mais c'est surtout le scrutin présidentiel qui focalise l'attention. Le chef de l'État sortant, George Weah, est candidat à sa réélection. Face à lui, 19 concurrents. Soyez les bienvenus sur RTI1. Fini le contentieux électoral. Le Conseil d'État s'est réuni aujourd'hui pour statuer sur les 12 dernières requêtes formulées par des candidats après la proclamation des résultats des municipales et des régionales du 2 septembre dernier. Et ces 12 recours ont été rejetés par le Conseil d'État au cours de cette 6e et dernière audience de délibération, nous dit Moussa Konaté. C'étaient les derniers dossiers sur la table du Conseil d'État. Des recours en annulation du scrutin du 2 septembre formulés par des candidats au nombre de 12 sont rejetés par l'institution en charge du contentieux électoral à sa 6e et dernière audience de délibération tenue ce mardi 10 octobre. Il s'agit des communes d'Atekoubé, Blolequin, Aboasso, Kasséré, Gagnoa, Kiglo, Fumbolo, Satama-Sokura, Poboué et Diokoué avec 3 requêtes enregistrées. Pour rappel, le Conseil d'État avait annoncé l'annulation des élections dans certaines communes et régions. Ce sont les communes de San Pedro, Quibli, Sarala, Goïtafla, Ferkessédougou, Kumbala, Dabakala, Tiasalé et la région du Guémon. La reprise des élections dans ces localités est prévue dans un délai de 3 mois. Et nous partons pour Marrakech, au Maroc, où se poursuivent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les assises ont démarré hier lundi et 189 pays, dont la Côte d'Ivoire, y sont représentés. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Adama Coulibaly. Et pendant une semaine, les experts vont plancher, entre autres, sur l'inflation, le manque de financement. Serge Koléa est notre envoyé spécial au Maroc. 50 ans après Nairobi au Kenya, l'Afrique accueille les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Un acte de solidarité, mais surtout une solide confiance accordée par les institutions de Bretton Woods au royaume chérifien. 5e économie du continent africain, victime il y a un mois d'un séisme qui a fait plus de 3000 morts. Les enjeux de ces assises de l'économie et de la finance mondiale ont pour nom inclusion financière et digitale, développement durable, réforme des institutions financières internationales, entrepreneuriat et innovation. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, conduit la délégation ivoirienne. À ses côtés, la ministre du plan et du développement, Nialé Kaba, et le ministre du budget et du portefeuille de l'État. À l'agenda des ministres ivoiriens pour cette première journée, une rencontre avec le vice-président senior de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Objectif, passer en revue les axes de coopération et les nouveaux projets en lien avec le PND 2021-2025. À ce jour, la JICA et la Côte d'Ivoire travaillent de concert dans le cadre de la réalisation d'infrastructures routières, notamment les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. Au cours des échanges, l'accélération du terminal céréalier en cours au port autonome d'Abidjan a été également évoquée. La délégation ivoirienne a ensuite eu une séance de travail avec le directeur du département Afrique du FMI. Nous avons évoqué notamment le suivi du programme économique et financier, dont la première revue a été conclue
bien avant leur arrivée à Abidjan. Il y a eu des discussions avec les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le Premier ministre et le Président de la République. Au cours de ces séances, il a été indiqué qu'il fallait, au-delà du programme régulier, le programme économique et financier, que la Côte d'Ivoire puisse accélérer avec le Fonds monétaire international la préparation d'un programme financé par le Fonds de résilience et de durabilité. Nous avons discuté avec M. Abbé Sélassié sur les modalités justement de mettre en place des équipes pour pouvoir préparer ce programme et demander à ce qu'il puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible avec 2 décaissements en 2024. Ces assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale donnent l'opportunité d'initier des rencontres avec les hauts dirigeants des institutions de Bretton Woods sur les enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, et toujours au Maroc, en marge de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la Côte d'Ivoire, notre pays, a présidé les travaux du G24. Cette 110e réunion des ministres du groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales et le développement dénommé G24 a été dirigée par le ministre ivoirien Adama Coulibaly. Et la Côte d'Ivoire va passer le flambeau aux Philippines après un mandat d'1 an à la tête de l'organisation. Le G24 encourage le FMI à réduire les obstacles qui limitent l'accès aux solutions de financement. Et loin du Maroc au Burkina Faso, la politique agricole de l'UEMOA est au centre des discussions. Les experts et acteurs de l'économie agricole de l'UEMOA sont réunis à Ouagadougou pour 3 jours d'échanges et de réflexion. L'enjeu est d'arriver à la politique de l'Union et donc sceller cette union à celle des États membres. La sécurité, la souveraineté alimentaire sont des sujets cruciaux abordés lors de cette rencontre. Envoyé spéciaux à Ouagadougou, Léon Brou, Adama Sangari. Les importations de produits alimentaires au sein de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, représentent au moins 60 milliards contre un investissement de 3 milliards de dollars par an dans la production agricole. Toujours selon l'expert de l'Union africaine, la sécurité alimentaire de l'espace UEMOA passe donc par la transformation des systèmes agricoles. Que 10% des ressources budgétaires soient consacrées au secteur agricole, en mettant la transformation du monde rural et des systèmes agricoles au centre des stratégies de développement. Transformer nos petits agriculteurs en micro, petits et moyens entrepreneurs. C'est ce qui a permis au Japon d'être la puissance qu'il est aujourd'hui. Ces propositions à l'ouverture du colloque international pour dégager les acquis de 20 années d'appui technique et financier de l'UEMOA à 5 secteurs agricoles, notamment les filières halieutiques, céréales, bétail, viande. Et s'appuyer sur l'agriculture pour bâtir un véritable marché régional. 20 ans après, nous arrivons à nourrir 80% de la population de notre Union. Il apparaît impérieux de marquer une pause et de s'interroger sur l'apport de la politique agricole de l'Union dans la transformation structurelle du secteur agricole en particulier et de l'économie de l'Union en général. Au menu aussi, le financement de l'agriculture par l'Union. 1% du produit intérieur brut de l'UEMOA à ce jour, des échanges d'expériences également pour des réponses au changement climatique, la maîtrise des progrès techniques, la durabilité de la productivité. Comment éventuellement nous pouvons profiter des crédits carbone que l'Anacadio produit dans nos zones, les cultures en intercalaire, comment nous pouvons faire la jachère des sols pour pouvoir avancer. Et le plus culminant, c'est au niveau du riz. Comment nous pouvons avoir la maîtrise de l'eau, aménager nos bas-fonds pour produire du riz. Globalement visée, la sécurité alimentaire dans l'espace sera en effet arrimée à celle des États membres, la politique agricole de l'UEMOA à l'issue des 3 jours de travaux. Et sur place ici à Abidjan, les fonctionnaires des douanes renforcent leurs capacités. Ils examinent le protocole qui vise à faciliter les échanges entre opérateurs économiques afin d'optimiser le recours au traitement préférentiel prévu par l'accord APE-UE Côte d'Ivoire. Et l'objectif des 2 parties est de maîtriser les règles d'origine des marchandises et déclarer la bonne information sur les différents justificatifs exigés à l'export, nous dit Lansine Bakayoko.
L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui consacre le démantèlement tarifaire entre les deux espaces, a ouvert le marché ivoirien à 2305 lignes tarifaires. Ces marchandises, à leur importation ici en Côte d'Ivoire, sont donc exonérées de droits de douane. En raison de son caractère asymétrique, la parfaite maîtrise des règles d'origine de cet accord est capitale pour garantir sa bonne mise en œuvre. C'est pourquoi l'administration des douanes ivoiriennes a inscrit le renforcement des capacités sur les règles d'origine au titre de ses priorités. Durant cette formation, les auditeurs examinent diverses thématiques liées aux règles d'origine préférentielles entre Bruxelles et Yamoussoukro, notamment les aspects liés à la procédure relative à la preuve d'origine, les exportateurs enregistrés ainsi qu'à la détermination de l'origine, les conditions territoriales et la notion de cumul, ou encore à la coopération administrative avec le contrôle de la preuve d'origine et les dérogations irrelatives. La moitié des marchandises dont la libéralisation est prévue seront des machines et des équipements, donc des intrants cruciaux pour accélérer l'évolution d'une économie d'exportation de matières premières plus transformée et des chaînes de valeur nationales. Je vous encourage donc de tout mettre en œuvre pour que ce démantèlement puisse se faire dans les délais. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été signé en novembre 2008. Il est effectif depuis le 1er janvier 2019. La Côte d'Ivoire et la Suisse renforcent aussi leur coopération. La Suisse va financer le projet Gestion des frontières dans notre pays. Un plan d'action du Centre international pour le développement des politiques migratoires est donc mis en place pour lutter contre le trafic des personnes, le crime organisé transnational et le financement du terrorisme. Pour cela, il faut des équipements adaptés. Eh bien, ces équipements ont été remis, vous allez le voir, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Walter Amadou Ouattara. Ce véhicule doté d'équipements spéciaux sera utilisé pour assurer le suivi des enquêtes. 8 motos tout-terrain destinées aux patrouilles et contrôles inopinés dans les différentes zones frontalières. Ces équipements sont remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un don de la Confédération suisse dans le cadre du projet de lutte contre la fraude documentaire exécuté par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il y a des frontières quand même importantes et donc la mobilité est essentielle et c'est de matériel promouvoir la mobilité. La gestion intégrée des frontières, c'est un élément important, soit pour le développement aussi commercial, soit pour la stabilité régionale. Donc je crois que la Suisse et la Côte d'Ivoire, c'est un bon exemple de coopération internationale. Bien avant cette remise, un renforcement de capacités et un partage d'expériences marquent l'engagement de la Confédération suisse à soutenir les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de sécurisation des frontières et de lutte contre la fraude documentaire. Les enjeux migratoires actuels doivent être traités en priorité. À cet effet, une approche coordonnée et le concours de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, s'avère indispensable. Ainsi, le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, entend prendre toute la part qui lui revient dans l'édification de ces partenariats gagnants pour nos deux pays. La Côte d'Ivoire et la Suisse ont signé le 25 novembre 2021 à Berne un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Depuis 6 ans, le Sénégal accueille pour le compte de l'Afrique le Forum Galien portant sur la santé, l'innovation et la technologie. Mais pour ces 3 dernières années, le Forum est soutenu par des prix récompensant les chercheurs dans le domaine de la médecine à la demande du président sénégalais Macky Sall. Et la présidente du jury, Raymond Goudou Kofi, salue la performance de tous les lauréats de cette édition. Ils ont été récompensés à Dakar. Mamadou Kouassi, envoyé spécial au Sénégal. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, co-découvreur du virus Ebola, reçoit le prix 2023 du prix Galien Afrique, des mains du président Macky Sall. Avec lui, 3 autres personnes pour des prix sectoriels, dont le prix du meilleur produit thérapie, avec le Burkina Faso et le vaccin contre le paludisme, du professeur Adrien Hill.
Le produit que nous présentons est un médicament à base de plantes qui est présenté sous forme de gélule et qui est utilisé en fait pour la prise en charge des crises drépanocytaires chez les malades. Le prix Galien, décerné depuis 50 ans au niveau mondial, se positionne comme l'équivalent du prix Nobel en matière d'innovation pharmaceutique. Il s'agit de pouvoir trouver des lauréats pour le meilleur prix de la pharmacopée, donc la tradithérapie, le meilleur prix pour la pharmacie, le meilleur prix innovant pour tout ce qui est innovation, technologie, science. Le président de la République du Sénégal se félicite du suivi introduit dans l'organisation de ce prix. Il reste que nos défis sont encore nombreux en Afrique, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge des maladies non transmissibles. C'est pourquoi nous devons maintenir nos efforts d'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures et les équipements et produits médicaux et biotechnologiques, y compris les vaccins. Je félicite l'inventeur du vaccin contre le paludisme. Les différents lauréats ont reçu chacun une enveloppe de 20 millions de francs CFA, parrainée par le président Macky Sall, pour poursuivre les recherches. Nous sommes le 10 octobre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la santé mentale. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes sont touchées par des troubles mentaux, chiffre dévoilé par le Programme national de santé mentale. Il y a donc urgence en matière de prévention et de prise en charge des personnes affichant les premiers signes de problèmes mentaux. Didier Nguessan. La santé mentale est un état de bien-être émotionnel et physique. Lorsqu'elle est perturbée, l'individu peut faire l'objet de dépression, de psychose ou être anxieux. Plusieurs facteurs de risque, comme le stress, la consommation de la drogue et le manque de sommeil, peuvent altérer la santé mentale et les enfants ne sont pas épargnés. Si vous constatez qu'à 18 mois, il a un retard de parole, un retard de langage, ou qu'à 18 mois, il dit des mots juste pour dire une phrase, on voit bien que le langage est retardé et en ce moment, on peut se dire qu'il a un problème. Si on prend l'enfant de 4 ans environ qui continue de faire pipi au lit, on va estimer qu'il a un problème. Un enfant, il est fait pour bien dormir. Vous voyez un enfant qui dort à 23h, à 24h et qui se réveille à 3h du matin, ça veut dire que déjà au niveau des conduites instinctuelles, il y a un problème. Chez les adultes, l'environnement professionnel peut être anxiogène. La maîtrise de ses émotions et la pratique du sport sont recommandées au nombre des bonnes pratiques de prévention. Au niveau des statistiques hospitalières, on tourne autour de 60 000 personnes qui sont concernées par les problèmes de santé mentale. On a une estimation de pratiquement 90 000 patients qui se retrouvent dans les camps de prière, dans les centres non conventionnels. Alors, en réponse justement à ces questions de suicide et de prévention efficace du suicide, on a mis au sein du programme un dispositif d'assistance psychologique et de prévention du suicide à partir du centre d'appel du ministère de la Santé, c'est le 143. Plusieurs associations de jeunes participant à cette journée mondiale ont pris des engagements pour la promotion de la santé mentale. Et si on marque une petite pause pour nous interroger sur la maladie mentale, qu'est-ce que c'est au juste? Comment prendre en charge les maladies mentales? Comment briser le tabou autour des troubles psychiatriques? Qu'en est-il de l'insertion post-cure d'une personne atteinte de maladie mentale? Comment mettre fin aux préjugés concernant cette pathologie? Peut-on en guérir? Question-réponse avec Boubacar Silla et Charles Tatou depuis la station régionale de Boaké. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 900 millions de personnes ont un problème de santé mentale. Soit une personne sur 10 et un enfant sur 5 souffriraient de problèmes mentaux. Mais quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale? Quels sont les facteurs qui exposent à la maladie mentale? La santé mentale, ce n'est pas la maladie. C'est un état de bien-être. Toute personne qui n'arrive pas à participer aux activités de la communauté, on peut dire que cette personne-là commence à souffrir mentalement. Pour parler de maladie mentale, on se base sur certaines classifications scientifiques, les facteurs qui pourraient entraîner une maladie mentale. Quelqu'un qui consomme la drogue, les substances psychoactives, quelqu'un qui, du jour au lendemain, a perdu son emploi.
Donc ça peut influencer sur sa santé mentale. Toujours selon l'OMS, la plupart des gouvernements africains attribuent moins de 2% de leur budget de santé à la santé mentale. Un fonds qui ne permet pas le bon fonctionnement des structures de prise en charge des malades. En dehors de l'hôpital psychiatrique de Bouaké, il y a également l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Donc ce sont les deux grands hôpitaux psychiatriques en Côte d'Ivoire qui font la prise en charge et en ambulatoire et en hospitalisation des patients vivant avec une maladie mentale. Il y a également l'Institut national de santé publique et les structures privées qui interviennent également dans la prise en charge des personnes vivant avec une maladie mentale. Le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké plaide pour la réhabilitation et l'équipement de sa formation sanitaire en vue d'une meilleure prise en charge des pensionnaires. Face au coût élevé des médicaments, plusieurs parents des malades se ruent vers les guérisseurs ou les camps de prière à la recherche d'une guérison. Les malades sont enchaînés. Ils ne reçoivent pas de traitement. Et ça aggrave encore, ça empire encore leur état de santé. Donc, je lance un appel. L'hôpital psychiatrique est le lieu indiqué pour soigner ceux qui souffrent de maladies mentales et de l'épilepsie. Outre les formations sanitaires étatiques, certaines ONG contribuent à la prise en charge des malades mentaux. Le cas de l'association Saint-Camille de l'Hélice de Bouaké. Nous avons un effectif de 115 pensionnaires. La plupart des personnes que nous prenons, c'est des personnes errant dans les rues. Nous les envoyons, nous les lavons, nous nous occupons d'eux. Je suis bien traité. Je suis suivi par les sages-femmes. L'assistance sociale vient tous les lundis, tous les mercredis. Mais l'association Saint-Camille de l'Hélice ne se limite pas seulement qu'aux soins. Ces structures non gouvernementales œuvrent également à l'insertion sociale de ces patients après leur guérison. Après l'avis du médecin, on conduit le malade dans notre centre de réinsertion pour apprendre des métiers. Nous avons cette année la chance même d'avoir un projet avec l'ambassade de France. Donc, il y a la savonnerie et aussi la cuisine collective. J'ai été moi-même malade mental lorsque j'ai passé mon BTS. Et après, j'ai fini mon cycle d'ingénieur télécom. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis stabilisé. Et j'ai proposé mes services. On m'a pris en tant que coordonnateur de projet PISCA. La maladie mentale n'est pas incurable. La journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre, permettra donc aux autorités de Bouaké d'informer et sensibiliser les populations sur cette maladie. Voilà, solidarité renforcée donc autour des personnes souffrant de maladies mentales. C'était un reportage de Chaltatou et Boubacar Silla. Ça bouge bien sur nos routes. Une équipe du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier visite des chantiers au nord. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés notamment sur l'axe Bundiali-Dianra et le tronçon Niélé-Kouto. D'autres chantiers ont été visités dans la ville de Korogo en prélude à la CAN qui se jouera dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Jean-Yves Zadi, Kadesogdogo. C'est la région de la Bagoué qui accueille la première étape de la visite de chantier routier de la zone nord du pays. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est venu constater l'état d'avancement des travaux dans la région. La commune de Bundiali. Les travaux de l'axe Bundiali-Dianra, long de 91 km, et celui Rérian-Niélé et Kouto sont passés au peigne fin. Initiés par l'État de Côte d'Ivoire, ces routes font partie d'un vaste projet de réhabilitation et de réalisation d'infrastructures routières. À ce jour, le taux d'avancement physique est de 57,44% avec un délai contractuel consommé à 90,65% pour la route Bundiali-Dianra. Quant au tronçon Niélé-Kouto, on enregistre 33,53% d'avancement pour un délai contractuel épuisé à 85,83%. Ce linéaire de 112 km traverse les localités de Niélé, Mbengue, Kabolo, Tungoli, Kasséré et Kouto. Un taux de réalisation jugé acceptable par le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain, il y a une nette amélioration. L'entreprise a fait une forte mobilisation de matériel et de personnel.
Et comme on sort de la saison des pluies, on espère que l'entreprise va mettre les bouchées d'eau pendant la période de la saison sèche pour faire le maximum. Le conseiller technique rassure la population quant à la livraison dans un bref délai de la route Niel-Couteau. Pour le moment, nous sommes sur les terrassements et nous avons demandé à l'entreprise de faire en sorte que d'ici janvier au moins, qu'on ait quelques linéaires, un bon linéaire en noir. Le fait de voir le noir, ça va rassurer nos populations. Cette journée de visite terrain s'est terminée par les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football dans la ville de Korogo. Abou Nibi a visité les infrastructures routières qui mènent au terrain d'entraînement des équipes qui séjourneront dans la cité du Poro lors de cette CAN prévue pour janvier 2024. Le programme routier avance très bien. Notre voyage est aisé dans ce 20 ans. Nous partons maintenant pour Yopougon, où il y a eu une passation de charge entre le maire sortant Gilbert Kafana Koné et le nouveau maire Adama Bictogo. C'était en présence du préfet de la région des Lagunes. Gilbert Kafana Koné a exprimé ses encouragements au nouveau maire et Adama Bictogo s'est lui engagé à réaliser les projets de développement pour le bien-être des populations de la commune de Yopougon. On en sait plus avec notre reporter Konaté Moussa. Gilbert Kafana Koné, maire sortant de Yopougon, passe la main à Adama Bictogo, nouvellement élu à la tête de la commune. L'ancien maire de Yopougon affirme toute sa satisfaction suite à l'élection de son successeur, tout en lui traduisant les encouragements pour ses futures tâches. Je voudrais remercier le président de la République qui a bien voulu lui donner cette mission et je suis persuadé qu'il fera preuve de tant de dynamisme pour faire en sorte que Yopougon demeure non seulement la première commune en taille et en population, mais surtout dans les actions de développement. Le nouveau maire de Yopougon, quant à lui, mesure l'ampleur de sa mission. Adama Bictogo se dit confiant avec le soutien de son prédécesseur pour la mise en œuvre de ses projets en faveur des populations de la commune. Aujourd'hui, une autre bataille s'ouvre, celle de réaliser les projets annoncés, celle de mettre en œuvre et d'accélérer ceux qui étaient déjà en cours. Et je crois que sous la bénédiction du président de la République, tous les projets annoncés se feront. Le nouveau maire de Yopougon, Adama Bictogo, appelle à la solidarité et à l'union afin d'œuvrer ensemble pour le développement de la commune et le bien-être des populations. Et hors de la Côte d'Ivoire, le secrétariat national chargé des militants de l'extérieur du RHDP a organisé à Paris précisément une journée de remerciement aux militants et sympathisants du RHDP en France. Et cette journée, vous allez le voir, a rassemblé des délégations qui sont venues de la France, de la Suisse et de l'Italie, nous dit Angela Diallo. Une cérémonie de reconnaissance à l'endroit des militants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix vivant en France. L'objectif, leur témoigner la gratitude du RHDP après avoir défendu les idéaux du parti sur le territoire français. Pour meubler cette journée, la projection de films et la remise des distinctions. Nous avons toujours été là, au devant de la lutte de Alassane Ouattara, depuis le RDR jusqu'au RHDP. Pour nous, c'est un grand honneur. Je suis très ému, très contente de la reconnaissance de nos cadres et je souhaiterais que ça continue dans le futur. À l'initiative de ce projet, le secrétariat national chargé des militants de l'extérieur du RHDP. On a vu combien de fois nos militants se sont montrés déterminés. Malgré l'hiver, malgré la pandémie du Covid-19, nos militants sont demeurés très mobilisés et ont donné un signal fort à l'ensemble des populations vivant à l'extérieur et même celles vivant en Côte d'Ivoire. Le représentant du parrain est revenu sur l'importance des distinctions dans la valorisation et la promotion des militants et sympathisants au sein du parti. Je tenais donc à féliciter au nom du parrain, le secrétaire exécutif, Cissé Ibrahima Pakongo, le secrétariat national en charge des militants du RHDP de l'extérieur, pour avoir eu cette initiative. Et je pense que ces militants ont donné le meilleur d'eux-mêmes depuis des années, mais surtout en 2020. Leur mobilisation donc, a permis le début d'une reconnaissance internationale. Ce sont plus de 200 personnes physiques, des associations, communautés et des familles de militants décédés qui ont été honorés.
Ici en Côte d'Ivoire, le député de Ouangolodougou, Kawara et sous-préfecture vient d'initier une tournée de sensibilisation à la culture de la paix et la cohésion sociale. Traoré Drissa a exprimé par ailleurs sa reconnaissance, la reconnaissance de son parti, le RHDP, aux militants qui se sont mobilisés massivement aux élections dernières, les élections municipales et régionales. Et on en sait plus avec nos reporters Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Rencontre d'échange entre les populations du quartier Ouangoloso dans la commune de Ouangolodougou et l'honorable Traoré Drissa, député de la localité. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée de remerciements aux populations pour la victoire des candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, au municipal et régional dans le Thiologo. L'honorable député a fait don d'engins motorisés, de chaises et d'un montant en espèces aux associations de femmes et de jeunes. Nous saluons le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre aîné Birahima. Notre député est toujours à nos côtés. Il nous aide dans nos différentes activités, aussi au plan éducatif, sanitaire et pour notre bien-être. Que Dieu lui facilite pour la réalisation de nos doléances que nous lui avons faites. Après cette étape, cap sur le village de Torla. L'esprit et la lettre ne changent pas. Je remercie l'honorable au nom de tous les récipiendaires de Torla. Aujourd'hui, il nous a envoyé 5 motos plus 20 chaises. Le chef du village, c'est notable, je lui remercie. Pour Traoré Drissa, ces entrevues avec la population sont l'occasion pour lui de les sensibiliser à la paix et au vivre ensemble. Notre présence parmi vous est une démarche de reconnaissance et de gratitude pour votre soutien indéfectible au chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara. Chers parents de Torla, je vous exhorte au vivre ensemble et à la cohésion. C'est seulement à ce prix que nous pourrions faire de Ouangolodougou une cité où il fait bon vivre. Après Ouangolodougou et Torla, d'autres localités de la région seront visitées par cette mission de remerciement dépêchée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, l'actuel président du conseil régional du Thiologo. Le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, un nouveau président, professeur Tiemoko Doumbia, a été désigné à l'issue du vote des délégués. 73 voix sur 74. C'était lors du congrès ordinaire, nous rapportent Ahmed Traoré et Franck Wadio. Tiemoko Doumbia est le nouveau président élu du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Il a obtenu 73 voix des délégués sur les 74 ayant pris part à ce scrutin. Selon le président du comité d'organisation, le congrès avait du sens car il fallait combler le vide juridique occasionné par le décès de Ouattara Nyonzié, deuxième président du parti. Face aux défis à relever, dont les échéances électorales de 2025, le nouveau président de cette formation politique affiche ses ambitions. Le RPP a connu des passages à vide. Et donc, je prends la succession de mon mentor, de mon frère bien-aimé Ouattara Nyonzié, pour continuer la lutte qu'il avait placée dans un renouveau démocratique. Et donc, nous allons nous atteler à créer les conditions pour qu'on compte avec le RPP en Côte d'Ivoire. À ce congrès étaient présents les membres du bureau politique, les membres du comité d'organisation et les délégués départementaux et communaux. Et en sport, vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations se jouera dans notre pays en janvier 2024. Et pour la réussite de ce grand rendez-vous du football africain, le Fonds de développement de la formation professionnelle a adopté 5 conventions pour renforcer les compétences des professionnels du secteur touristique, hôtellerie et restauration des villes hautes de la CAN. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du FDFP. On en sait plus avec Angela Diallo. À travers ces signatures de conventions, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, et le Conseil national des branches professionnelles, CNBP, s'engagent à renforcer les capacités des acteurs du secteur, tourisme, hôtellerie, restauration, pour la CAN 2023. Ces conventions concernent 5 opérateurs affectés dans chacune des 5 villes abritant la compétition. Le FDFP entend leur apporter les outils nécessaires afin qu'ils puissent offrir des services de qualité aux pays hôtes et contribuer ainsi à la réussite de la CAN 2023.
On s'inscrit aussi tous dans ce vaste mouvement-là, impulsé par le chef de l'État, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si notre formation peut contribuer au-delà même, renforcer la capacité personnelle, ce n'est qu'une bonne chose et ça nous encourage. Nous sommes convaincus que ce projet va connaître un grand succès et ce sera à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire et justement dans le cadre de cette importante activité qui va se réaliser, notamment la CAN en Côte d'Ivoire. Pour les bénéficiaires, cette formation arrive à point nommé. Nous allons accueillir du monde. Nous qui sommes du secteur du tourisme, il faut être prêts. Nous sommes dans un secteur qui est véritablement exigeant. Et donc, au titre de l'accueil, au niveau de tout ce qui va se passer, nous voulons être prêts, n'est-ce pas, pour affronter la CAN 2023. Les parties prenantes entendent accélérer la mise en œuvre des dispositions des conventions signées. À titre de rappel, la CAN 2023 débutera le 13 janvier 2024. Le tirage au sort se tiendra ce jeudi 12 octobre à Abidjan. Et pour les nouvelles à l'étranger, les Libériens ont voté aujourd'hui pour élire leur futur président et renouvellent en même temps leur Parlement et une partie de leur Sénat. Mais c'est surtout le scrutin présidentiel qui focalise l'attention. Le chef de l'État sortant, George Weah, est candidat à sa réélection. Face à lui, 19 concurrents. Les résultats définitifs seront connus dans 2 semaines, mais les chiffres provisoires devraient être publiés ce vendredi. Voilà la fin de ce 20h. Ne décrochez surtout pas. La direction des magazines d'information vous propose l'émission Bilan du Sahara juste après ce 20h. La 6e édition du Sahara, Salon international de l'agriculture et de l'élevage, vous le savez, a pris fin ce dimanche. Et ce soir, Eliane Hervaux reçoit sur le plateau le directeur des cabinets du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Noun Koulibaly. Passez une très très belle soirée sur RTI 1 et moi je vous retrouve avec le même bonheur demain à 20h.